Bonjour, je suis Alex de l'aventure ludique extraordinaire. Aujourd'hui est un jour important dans l'aventure Cloudspire avec l'arrivée du dernier scénario des Grove Tender. Pour ma part, ne disposant pas des extensions, ce sera le dernier scénario que je pourrai vous proposer avant l'arrivée du Kickstarter. Les Grids avec la faction pirate et l'autre faction que je ne me souviens plus très bien. D'ailleurs, ce n'est pas grave, ce sera une redécouverte et tant mieux. Suite à ça, c'est pas pour autant que j'en ai fini avec Cloudspire. Je vais vous revenir vers vous pour vous donner mon avis. Je reviendrai encore vers vous pour vous présenter le matériel. Et enfin, une vidéo sur le mode avec les vagues illimitées. On verra jusqu'où ça va nous mener. En attendant, trêve de bavardage, on se lance dans le dernier scénario. Cette vidéo est très spéciale. En effet, elle marque la fin de la campagne complète de la core box de Cloudspire et je suis la seule chaîne française ayant présenté cela. Mais aussi la fin d'une série de vidéos qui a commencé pour l'ouverture de la chaîne. Je tiens donc à remercier l'ensemble des abonnés qui me suivent depuis le début. Vraiment, merci beaucoup. Alors oui, il s'agit en effet du dernier scénario des Grove Tender. Un scénario qui sonne épique car il s'agit d'une opposition un contre tous. On a l'impression que les Verts sont tellement forts qu'ils peuvent affronter les trois autres factions à eux seuls. Quel scénario! Pour une fois, la mise en place ne dépend pas des scénarios antécédents. Mais si tu ne les as pas vus et que tu tombes par hasard ici et que tu es intéressé par le sujet, je t'invite à t'abonner et activer la cloche et puis de commencer par le début. Car oui, il y aura bien une suite à cette campagne via le Kickstarter qui arrivera début d'année 2021. Mais revenons à notre sujet, où nous devrons accomplir au moins un des trois objectifs pour remporter le scénario, qui seront la destruction de chaque forteresse des trois factions qui nous sont opposées. Chacune d'elles détruite donne un point d'encart. Vient s'ajouter une règle particulière ici, où lorsqu'on détruit une tourelle d'une faction, ces mêmes unités seront toujours déployées d'une autre forteresse. Par exemple, si la forteresse Narora est détruite en premier, les unités de cette faction pourront être déployées de la forteresse Earth. C'est moi qui choisis de quelle forteresse les Narora, dans cet exemple, seront déployés sur la prochaine vague. Il est maintenant temps de passer à l'action. Vague numéro 1. Lancer du dé événement avec un 2. La mise en place restera telle que présentée et nous plaçons notre marque sur les Bromen. On commence avec 5 sources qui seront dépensées dans le premier niveau d'Inner Hawk. Le début sera simple et comme depuis le début, avec une exploration. Celle-ci découvrant le prêtre que nous allons recruter. La sortie des autres factions reste encore lointaine, mais ça va attaquer de tous les côtés. Je prends le parti de lancer au suicide le prêtre, du moins quasiment, et de mettre Diwen en range de l'arrière sans être sur la route de celui-ci. Les violets tapent presque déjà à notre porte. C'est pourquoi à mon tour je place Diwen de manière à être en range de l'arrière, du Battleborn et du Drift après leur prochain déplacement. Je perds mon prêtre, et mon ogre avance toujours pépère dans son coin. Mais je vais remporter mon premier kill avec Diwen et obtenir une chips orange. Sur mon tour, Diwen emportera le Battleborn, tandis que l'ogre, via une exploration, tuera une guêpe. Bon tour de jeu et beaucoup de sources en poche, sans oublier la promotion de Diwen. L'avancée des bleus semble inexistante. Seules les tourelles grises empêchent mon ogre d'avancer sans problème. Diwen, à portée du burn-out, lui fera perdre un point de vie. Sur son tour, celui-ci viendra Lastit, l'ogre. Il me reste seulement Diwen. Il reste 2 points de vie au burn-out. Je ne pourrai pas le tuer à cause de sa capacité spéciale.
Du coup, je prends le temps et explore, et je trouve un Riftwalk. Et ce sera seulement sur le prochain déplacement bleu que je ferai attaquer Diwen pour mettre fin à la vague avec l'explosion de celui-ci. Vague numéro 2. Lancer du dé événement sans importance, mais c'est un 6. Ici, on débloque les 2 premiers niveaux de Sharpener et Hall of Sharpening. L'idée est de réduire le coût des unités invoquées avec Summon et de débloquer le Root Die pour détruire facilement les tourelles grises. Et tout ça le plus rapidement possible. J'ouvre à nouveau la vague en déployant mes troupes et en mettant Diwen à portée de la Siege Tower. C'est risqué, je perds un point de vie, mais la tourelle va perdre une chips verte. Très bon pour la suite est le déroulement de mes unités. Sur cette vague, les opposants sont composés d'unités à la fois très lentes et très rapides. Pour les violer, leurs joustes et leurs talons vont devoir être détruits très rapidement. Tout ça avant que la Aegis au sud arrive. D'ailleurs, je vais l'oublier celui-là. Et la pile de drift au milieu de la map devra elle aussi être contenue avant l'arrivée de la Aegis. C'est pourquoi ma marque est au nord, pour faire face à l'arrière. Plus vite leurs unités sont détruites, plus facile sera l'accès à leur forteresse. J'aurai toujours le temps de faire intervenir Diwen en défense. Mes unités se font rares avec la perte de mon sanglier. Il va falloir tenir 2 fronts. Diwen viendra terminer la tourelle centrale et récupérera après une chips orange. Et l'exploration du taproot est un échec. J'oublie à nouveau la capacité incorporale du drift. Il peut passer à travers Diwen comme au tour précédent, normalement. À mon tour, le placement de mes unités permet de prendre en tenaille le talon, l'unité que je crains le plus actuellement. Mais grâce à la portée de Diwen et du taproot, ceux-ci vont bien l'amocher. Autour des ennemis avec une très forte pression mise dans l'arrière de nos rangs. Mais j'oublie encore de déplacer la Aegis. Sur mon tour, le taproot pourra explorer et Diwen sera à portée du talon pour le tuer. Quant au taproot qui s'est pris des dégâts, il n'a rien fait. Dommage. Ça y est, les drifts ont atteint ma forteresse. Elle va prendre très cher. Bien que ces répliques feront 2 pour chaque attaque, petit ouf. A mon tour, je rapatrie Diwen et vais utiliser Summon sur le taproot. On investit peu, mais un cochon suffira pour cette fin de vague. Celui-ci tankera la tourelle et Diwen viendra tuer le premier drift. La fin de la vague s'annonce et on oublie encore depuis 3 tours la Aegis. Mais il serait tellement inoffensif, mais bon, c'est pas une raison, on aurait dû le déplacer. Lorsque revient notre tour, le cochon s'empalera sur la forteresse violette, soutenu par le taproot qui va décéder contre la tourelle. Mais les Heirs prennent très cher. Diwen va assurer la défense et tuer le drift. On oublie depuis quelques tours encore la Aegis. Ça n'aurait rien changé pour la suite, mais bon. À notre tour, le cochon va périr face à la tourelle. Je m'aperçois enfin de la Aegis et décide de le faire avancer de 3 cases. Je vais venir à sa rencontre et en 3 tours, il mourra. Sa mobilité ne l'aide vraiment pas. Vague numéro 3. Allez, on continue avec un 2 sur le dé événement et nous avons débloqué le Root Die, que nous avons oublié de lancer d'ailleurs. De plus, on débloque les 2 premiers niveaux de Forming Glade, permettant à Iban d'avoir la capacité Impale, et les 3 niveaux de Hall of Sharpening intégralement débloqués, ce qui va faciliter les invocations avec Summon. On corrigera par la suite l'oubli du lancer de dés. Notre marque est toujours au nord. Je décide de garder dans l'idée de partir au front contre les unités avec le plus de mobilité et tenter de détruire les Heirs à ce tour. De plus, pas d'unité Broman sur cette vague,
on va pouvoir se concentrer vraiment sur le nord. Les premiers échanges de coups sont terribles. À notre tour, nous aurons déjà terrassé l'armée violette. Reste plus qu'à assurer face au Narora. Ibant va gagner une chips orange. Parfait. Encore à notre tour, j'utilise Summon pour faire venir un Warbriar. Il ne coûte rien du tout grâce à notre forteresse, donc on va pas se priver. Les Narora font face à nous et le premier bleu avec Stasis va directement s'en prendre à Ibant, soutenu par les tirs des archers à l'arrière, qui viendront tuer mon héros. Quel tour de force de la part des bleus. On va donc riposter. L'ensemble des unités viendront à bout des deux conduites. Et on s'aperçoit que le route d'ail n'a pas été lancé. Alors on le fait et ce sera 5 tourelles qui perdront une chips. Ça fera beaucoup de ménage sous les tourelles menaçantes. Super! Les minions bleus avec leur range me font peur. J'ai déjà perdu Ibant, alors je rapatrie Diwen en sécurité. En effet, sur leur déplacement, l'archer va emporter mon taproot et l'évangéliste va attaquer mon cochon. Ce qui permettra sur mon tour, avec un taproot, de venir attaquer celle-ci et à mon cochon de prendre sa revanche et tuer l'évangéliste. À nouveau au bleu, l'archer viendra s'empaler sur le sanglier. Un nouveau kill grâce à lui. Pour une unité qui m'a rien coûté, elle m'aura vraiment bien aidé. Bidra se retrouve maintenant seul face à toute mon armée et viendra Lastite, mon cochon destructeur. Je commence mon tour en partant dans l'idée de faire attaquer un taproot face à Bidra et utiliser Summon pour l'autre. Mais je me ravise. Les deux feront Summon et on va invoquer du lourd. C'est parti pour un ogre et un grizzly sur la même vague. Vient le tour de Bidra, pas le choix, il va s'en prendre au grizzly et souffrir. Permettant à notre tour de faire avancer l'ensemble de mes unités et utiliser la capacité spéciale de mon grizzly, emportant gratuitement et sans danger le malheureux héros bleu. L'ogre, en tête, va encaisser la tourelle grise et rester scotché à elle pour le prochain tour, en attendant le reste des minions. La tourelle aura comme cible plus facile un taproot à 1 point de vie qu'elle sanctionnera définitivement. Ce qui permettra à l'ogre de descendre la forteresse violette. On y est presque. Au prochain tour, elle tombe. Hélas, pas aussi évident que ça à prendre une forteresse. L'ogre est mis KO par la tourelle. L'ours va prendre le relais, emportant une première chip au Siege Tower. Le coup d'après, c'est le taproot qui tombe, permettant à l'ours de venir tuer la forteresse Herve. Super! La marque va aller contre les bleus maintenant. La vague se terminera rapidement et l'ours, sur ses prochains déplacements, tombera sous les coups des tourelles. Vague numéro 4. La pile des adversaires est juste waouh, quel monstre!
De notre côté, on a débloqué toute notre forteresse sauf le Gateport et Sacred Grove. On a alors le Rafty et le Forming Die qui viennent s'ajouter à notre Route Die. Après le lancer de l'ensemble de nos dés, ce sera 4 chips des tourelles qui vont sauter, la possibilité de dégager une tourelle adverse adjacente avec une upgrade et un minion pourra avoir un point de vie en plus au départ de la vague. C'est que du joli, voilà pourquoi on va investir, et c'est bien normal avec les Grove Tender, dans le déploiement de Taproot. Sur ce tour, n'oublions pas que les Heirs vont se venger avec le déploiement d'un Talon et de Nestor. Donc, il y aura forcément des ranges dans nos rangs. Notre pile n'est pas ridicule non plus, ça promet un sacré affrontement sur la map. Ce sera le trit de tête qui aura le point de vie supplémentaire. Le dé événement est un 2. Qu'importe. Nos unités commencent à se déployer. Celui-ci est lent. Très lent comparé à celui des unités violettes. Les Heirs sont déjà sur le milieu de la map et avec leur Elfin Case, ils sont déjà très menaçants. Lorsque leur tour revient, ils sont déjà sur nos pattes. L'arrier en première ligne va s'en prendre au tride secondé par le bombardement de l'Elfin Case. Car oui, ici, l'Elfin Case ne vise pas seulement les héros. Donc ça fait très mal dans nos rangs. Mais ils perdent quand même un premier arrier. Mes sbires sont bloqués par le corbeau. Impossible de passer. Les trides et le taproot viendront facilement à bout de celui-ci. Mais la vague stagne. À nouveau acculés par l'équipe des violets, nous perdons notre premier tride. La contre-attaque ne se fera pas attendre. On fonce dans le tas. Ça attaque dans tous les sens. Je perds un autre tride dans l'histoire à cause de la contre-attaque de l'hibou. Je décide sur le tour des violets de perdre mon taproot de tête plutôt que celui à l'arrière. C'est pourquoi je prends du temps pour l'échange de points de vie, entraînant un peu de manipulation et d'incompréhension. Désolé. Mais la partie se poursuit et le fait d'avoir fait attaquer Nestor avant d'avoir fait l'ensemble des déplacements violets me pénalise grandement, entamant une brèche dans mon armée avec un talon très proche de ma forteresse. À notre tour, il faut sortir le grand jeu, du moins au mieux pour récupérer tout ça. Alors ce sera un Warbriar et un Grizzly avec un Lastite de Diwen sur le talon. Le tour des violets sera violent avec la perte sur la contre-attaque de mes nouvelles unités qui tueront Nestor et le hibou. L'ensemble Taproot, Diwen et Warbriar vont emporter en une fois l'autruche. Restera l'archère seule qui va se sacrifier, ou presque, après son mouvement en attaquant Diwen. Il ne reste plus que les unités vertes en jeu
face à 2 forteresses protégées par un total de 3 tourelles grises. Le mode feu de camp, accompagné de la lenteur de mes unités, ne va que me ralentir et je vais perdre beaucoup d'unités avant le premier contact contre la forteresse bleue, sans utiliser la capacité de mon dé Ratify. Nous réussissons grâce au taproot à emporter la tourelle grise et l'ours en tête va commencer à bien manger la porte bleue. La fin de la vague et de la forteresse Narora approche. On y est. Les Narora tombent et emportent le grizzly. 2 taproots résistent, mais périront rapidement et mettront un terme à la vague. Évidemment, la marque ira automatiquement contre les Bromen. Dernière vague. Pour faire face à cette gigantesque armée, je décide de me donner une chance et d'avoir plus de points de commandement. Je débloque le Sacred Grove et lance mes 3 super dés. Les résultats sont brillants, avec 3 tourelles qui vont perdre des upgrades, 1 point de vie supplémentaire pour un sbire et la possibilité de remettre à la base un héros adverse. Tiens Kram, je pense que ça va être pour toi. Le route d'ail fait un carnage. Une seule tourelle nous sépare de la forteresse grise maintenant. Alors je constitue une sacrée pile de mon côté aussi et renforce d'un point de vie mon cochon. Comme depuis le début, c'est moi qui commence et ouvre la voie. Diwen sera placé pour attaquer les adversaires à leur sortie et pourra dégommer la tourelle grise. En parlant de Bromen, ils sortent, mais leur Aegis quasiment en tête va énormément les freiner. On va s'occuper rapidement du groupe d'Arié en tête. Pour une fois, c'est nous les plus rapides et efficaces sur la map. Mais leur groupe d'unités bien compact reste quand même très puissant. Il me sera maintenant impossible d'empêcher le builder de construire une tourelle avec son positionnement dans la vague. Le premier contact se fait et l'Aegis tanque bien ses opposants. Le front est donc dressé. Il n'y a plus qu'à se départager dans ce petit corridor. Diwen va emporter le premier Aegis et le cochon va lastit le builder. Et mes 3 ranges vont venir à bout de l'archer bleu. C'est une excellente phase de jeu pour nous. Petit oubli de l'activation du builder antécédent. On se rattrapera avec le nouveau et l'Aegis viendra tuer Diwen. Encore un héros de moins. Je vais donc utiliser Summon sur mes taproots. Il est temps de mettre un terme à la partie. Je sors à nouveau un grizzly et un ogre. Après ça, je vais faire déplacer les Bromen et activer 2 fois la capacité builder de l'architecte. Ce sera 2 dispatch towers de sortie et la disparition du builder. Par contre, l'Aegis est hors de notre portée pour le moment. Alors, à mon tour, j'essaie d'orienter mes unités vers l'Aegis et je vais utiliser mon dé
pour faire retourner Cram d'où il vient, sa forteresse. Malgré un dé blanc sur la seconde tourelle, elles auraient dû utiliser Splash. De cette manière, l'ours et l'ogre auraient dû perdre eux aussi un point de vie supplémentaire. Après ça, l'ours viendra tuer l'Aegis pendant que l'ogre et les archers viendront tuer une première tourelle. Mais ça sera insuffisant. Le groupe avec le Battleborn seront très vite à portée de ma forteresse. J'utilise alors mes actions secondaires pour les empêcher de faire trop de dégâts en construisant une tourelle bien upgradée. Comme convenu, après le déplacement des grilles, la tourelle, bien que prenant un peu de dégâts, viendra bien amocher le Battleborn. Pour nous, la voie est quasi libre. Bien qu'un taproot nous sera enlevé et qu'à nouveau un point de vie sur le grizzly et l'ogre devrait être enlevé. Les gris continuent leur poursuite vers ma forteresse. Mais le Battleborn de tête sera fauché avant de pouvoir toucher ma porte à cause de ma tourelle. À nous. Hélas, même erreur malgré la touche sur l'ogre. Le taproot aurait dû subir un dégât du splash. Pour le coup, sur ma dernière avancée, normalement l'ours devrait avoir 4 points de vie, l'ogre 3, le taproot 2. Mais même cette quantité de points de vie est largement suffisante pour venir à bout de la forteresse grise. Bien que le Battleborn fera honneur à son clan, réduisant ma forteresse à 4 points de vie. Il me restera, après la mort du Battleborn, qu'à lastite la forteresse avec le Grizzly Hawk. Victoire! Ici, je vous proposerai une conclusion en 2 temps. Avec d'une part la conclusion rapide du scénario, puis enfin la conclusion de la campagne de la core box de Cloudspire. Déjà, pour ce 4e scénario Grove Tender, celui-ci est épique et reflète à merveille la force et la polyvalence des Grove Tender à pouvoir assurer sur tout type de front. Ils n'auront pas affronté en 1 contre 1 les Heirs, c'est trop dommage par contre. Nous aurons ici pu constater que les Verts ne craignent pas les unités volantes, même en nombre. Et ça, c'est grâce au taproot. Et c'est avec 3 points d'encart grâce à la destruction de toutes les forteresses opposantes que nous terminons ce scénario. Et donc avec seulement 8 points que je clôture l'arc Grove Tender. Assez déçu, mais c'est comme ça. C'est avec un total de 39 points que je termine l'ensemble de l'aventure Cloudspire proposée dans la core box. Nous sommes donc au rang de duelliste d'élite. Pas trop mal, mais j'espère passer au rang d'héros d'encart avec l'arrivée du Kickstarter début de l'année 2021. Sur ce, en attendant, je vais vous proposer d'autres jeux que vous découvrirez très prochainement. C'est donc le moment de vous dire qu'on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!